Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de la télévision qui s'allumait seule pour me montrer une chaîne inconnue. Je m'appelle Nathalie, j'ai 41 ans et je vis seule depuis un peu plus de 3 ans dans un appartement du troisième étage d'un immeuble ancien, dans un quartier tranquille et résidentiel, bordé d'arbres, où j'avais emménagé après mon divorce, cherchant avant tout une forme de calme après des années de tensions conjugales de plus en plus difficiles à supporter. C'était un nouveau départ pour moi, un espace à moi, meublé selon mes goûts, sans compromis, sans négociation. Un appartement modeste mais confortable, avec un salon lumineux où trônait ma télévision, un écran plat que j'avais acheté quelques mois après mon installation, presque comme un symbole de cette nouvelle indépendance que je me construisais patiemment. Je précise d'emblée, dès maintenant, parce que c'est important pour bien comprendre la suite de cette histoire, que je suis quelqu'un de très méthodique. Dans mon métier, je travaille comme comptable pour une entreprise de logistique, un métier de chiffres, de rigueur, de vérification systématique. Je ne suis pas du genre à laisser des appareils électriques allumés inutilement, encore moins à oublier d'éteindre ma télévision avant de me coucher. C'est une habitude ancrée depuis toujours chez moi, presque un réflexe. Avant de partir, avant de dormir, je vérifie systématiquement que tout est bien éteint. Cette précision, ce sens du détail, va prendre toute son importance dans les événements que je m'apprête à vous raconter, puisqu'il ne s'agit pas ici de l'histoire d'une femme distraite ayant simplement oublié d'éteindre un appareil, mais bien de quelqu'un pour qui cette rigueur constituait un pilier essentiel de sa reconstruction personnelle après des années de vie conjugale où elle avait trop souvent laissé les autres décider à sa place. Mon appartement, je l'aimais profondément. Je l'avais choisi avec soin parmi une dizaine de visites, séduite par sa luminosité, par ce salon traversant qui recevait le soleil du matin jusqu'en fin d'après-midi, par ce sentiment immédiat, dès la première visite, d'être enfin chez moi après des années à vivre selon les compromis d'un couple qui s'effritait. J'y avais installé mes meubles avec une attention presque maniaque, chaque objet à sa place précise, chaque étagère organisée selon une logique qui n'appartenait qu'à moi. Mes amis me taquinaient souvent sur cette rigueur, cette manie de tout ranger, de tout vérifier 2 fois, mais c'était ma façon à moi de reprendre le contrôle sur ma propre vie après des années où j'avais eu l'impression de la subir davantage que de la choisir. Tout a commencé un soir de novembre, il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'étais rentrée tard du travail, épuisée par une journée particulièrement chargée de clôture comptable trimestrielle. J'avais dîné rapidement devant un épisode de série, puis j'avais éteint la télévision avec la télécommande, comme chaque soir, avant de me coucher vers 23 heures. Rien d'inhabituel jusque-là. Je me souviens même d'avoir vérifié par automatisme que la petite diode rouge en veille était bien éteinte, cette habitude que j'avais développée par souci d'économie d'énergie, autant que par cette rigueur qui me caractérise. Je me suis réveillée en sursaut vers 2 heures du matin, tirée de mon sommeil par une lueur bleutée qui filtrait sous la porte de ma chambre, provenant clairement du salon. Mon premier réflexe a été de penser à un cambriolage, mon cœur s'est emballé instantanément et je suis restée immobile plusieurs minutes, l'oreille tendue, cherchant à percevoir le moindre bruit suspect qui aurait pu confirmer mes craintes. Mais il n'y avait aucun bruit de pas, aucun mouvement, seulement cette lueur changeante, comme celle que produit un écran de télévision allumé, qui continuait de filtrer sous ma porte dans un silence presque plus inquiétant qu'un vacarme franc. J'ai fini par rassembler assez de courage pour me lever, saisissant mon téléphone au cas où je devrais appeler les secours, et je me suis approchée prudemment de la porte de ma chambre. En l'entr'ouvrant, j'ai découvert avec un mélange de soulagement et d'incompréhension totale que ma télévision était effectivement allumée, seule dans le salon plongé dans l'obscurité, diffusant des images que je ne parvenais pas à identifier depuis cette distance. Aucune présence humaine dans l'appartement, les fenêtres et la porte d'entrée parfaitement verrouillées comme je les avais laissées avant de me coucher. Je me suis approchée du téléviseur, encore hésitante, mon pouls battant fort dans mes tempes, et j'ai découvert sur l'écran des images statiques, granuleuses, comme celles d'une chaîne mal réglée à l'époque de la télévision analogique, un grésillement visuel parcourant l'écran par intermittence, sans qu'aucun son ne s'en dégage. L'air de la pièce me semblait étrangement froid, plus froid en tout cas que le reste de l'appartement, comme si cette lueur bleutée charriait avec elle une fraîcheur propre, indépendante du chauffage que j'avais pourtant réglé sur son programme nocturne habituel. Je me souviens d'avoir resserré mon gilet de nuit contre moi, frissonnante, sans parvenir à détacher mon regard de cet écran qui semblait, à sa manière silencieuse et statique, occuper toute la pièce d'une présence disproportionnée par rapport à sa taille réelle. Je me souviens d'être restée plantée devant cet écran plusieurs minutes, incapable de détacher mon regard de ce grain visuel qui semblait presque organique dans sa façon de se mouvoir, avant de finalement saisir la télécommande et d'éteindre l'appareil.
mettant cet épisode sur le compte d'un dysfonctionnement électrique ou d'un problème avec ma box Internet dont j'avais déjà eu quelques soucis techniques par le passé. Le lendemain matin, j'ai vérifié tous les branchements, redémarré la box, contrôlé les paramètres de veille automatique de la télévision sans trouver la moindre explication technique satisfaisante. Le service client de mon opérateur, contacté dans la matinée, n'a rien trouvé d'anormal non plus, m'assurant que ce genre d'incident reste extrêmement rare avec ce modèle d'appareil. J'ai fini par oublier cet épisode, occupé par mon travail, persuadé qu'il s'agissait d'un simple bug isolé, de ceux qui arrivent parfois avec l'électronique moderne, sans qu'on en comprenne jamais vraiment la cause exacte. Mais l'épisode s'est reproduit une semaine plus tard, dans des circonstances rigoureusement identiques. Je m'étais couché à la même heure, après avoir soigneusement éteint la télévision, et je me suis à nouveau réveillé vers 2 heures du matin, cette même lueur bleutée filtrant sous ma porte. Cette fois, j'ai ressenti une inquiétude plus sourde, plus tenace que la première fois. Cette sensation désagréable que quelque chose échappait totalement à mon contrôle, moi qui avais toujours placé une grande fierté dans ma capacité à maîtriser mon environnement, à anticiper chaque détail de ma vie quotidienne. En m'approchant du salon cette seconde fois, j'ai découvert les mêmes images granuleuses à l'écran, ce même grésillement visuel sans son. Mais en observant plus attentivement, j'ai cru distinguer dans ce grain visuel omniprésent quelque chose qui ressemblait vaguement à une silhouette, une forme humanoïde immobile au centre de l'écran, comme une présence figée derrière ce voile de parasite électronique. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, persuadé que ma fatigue et la pénombre ambiante jouaient des tours à ma perception, mais cette silhouette, bien que floue et instable, semblait persister, comme gravée dans le grain même de l'image. J'ai éteint la télévision précipitamment cette nuit-là, incapable de rester davantage face à cet écran, et j'ai allumé toutes les lumières de mon appartement, vérifiant chaque pièce, chaque placard, avec une minutie presque obsessionnelle avant de pouvoir envisager de retourner me coucher. Je n'ai pratiquement pas dormi le reste de cette nuit, guettant le moindre bruit, la moindre variation de lumière sous ma porte, dans un état de vigilance épuisant que je n'avais plus connu depuis très longtemps. Les jours suivants, j'ai pris l'habitude, par précaution, de débrancher complètement la télévision de sa prise électrique avant de me coucher, convaincu que cette mesure radicale suffirait à éliminer définitivement le problème, quelle qu'en soit l'origine technique. Pendant près de 2 semaines, effectivement, plus rien ne s'est produit et j'ai commencé à retrouver un semblant de sérénité, me persuadant que cette solution simple avait réglé le problème une fois pour toutes. Puis, un soir de début décembre, alors que j'avais scrupuleusement débranché la télévision comme chaque soir depuis 2 semaines, je me suis à nouveau réveillée vers 2 heures du matin, cette même lueur bleutée filtrant sous ma porte, avec cette fois une terreur bien plus profonde que les précédentes, puisque je savais avec une certitude absolue que l'appareil était physiquement débranché de toute alimentation électrique. Il m'a fallu de longues minutes pour trouver le courage de sortir de ma chambre, mon cœur cognant si fort dans ma poitrine que j'en avais presque mal aux côtes. La télévision était bel et bien allumée, diffusant ces mêmes images granuleuses, cette même silhouette floue et immobile au centre de l'écran, alors même que le câble d'alimentation gisait parfaitement débranché sur le sol juste derrière le meuble télé. J'ai vérifié ce câble à plusieurs reprises, incapable de comprendre comment un appareil pouvait fonctionner sans la moindre source d'électricité, cherchant désespérément une explication rationnelle qui, cette fois, refusait obstinément de se présenter à mon esprit. Je me suis agenouillée devant le meuble télé, le câble froid entre mes doigts tremblants, vérifiant à nouveau la prise murale, parfaitement vide de toute connexion, tandis que l'écran continuait de diffuser son grésillement juste au-dessus de moi. J'entendais presque dans ce silence oppressant un léger bourdonnement électrique qui semblait provenir de l'appareil lui-même, comme si une énergie propre, indépendante de tout circuit conventionnel, l'alimentait depuis l'intérieur. Cette sensation d'incompréhension totale, ce vide béant que ma logique habituelle ne parvenait plus à combler, m'a laissé assise par terre, dos contre le canapé, à fixer cet écran impossible pendant de longues minutes, jusqu'à ce que la fatigue et la peur finissent par me submerger complètement. C'est à partir de cette nuit-là que ma vie a véritablement commencé à basculer dans une angoisse permanente. Je redoutais chaque soir le moment de me coucher, épiant le moindre changement de lumière sous ma porte, développant une véritable phobie de mon propre salon, cette pièce que j'avais pourtant aménagée avec tant de soin quelques mois auparavant. Je passais mes soirées de plus en plus tard chez des amis ou au travail, retardant systématiquement le moment de rentrer chez moi, cherchant inconsciemment à épuiser suffisamment mon corps pour sombrer dans un sommeil trop profond pour être interrompu par ces phénomènes nocturnes. Je me souviens d'avoir accepté, durant cette période, presque toutes les invitations qu'on me proposait. Dîner entre collègues que j'aurais habituellement décliné, apéritifs improvisés chez des amis d'amis, simplement pour retarder le moment de me retrouver seule face à mon salon. Mes proches ont commencé à me trouver changée, plus fatiguée, plus distante, sans que j'ose leur expliquer la véritable raison de cet épuisement qui me rongeait nuit après nuit.
Je perdais du poids, je perdais patience au travail, incapable de me concentrer pleinement sur mes dossiers comptables, hanté en permanence par l'appréhension de la nuit à venir. Mais rien n'y faisait. Les épisodes se sont multipliés au fil des semaines suivantes, toujours à la même heure, toujours accompagnés de ces mêmes images granuleuses, de cette même silhouette immobile qui semblait, à mesure que le temps passait, gagner en netteté, comme si quelque chose, derrière cet écran, s'efforçait patiemment de se rapprocher, de se préciser, nuit après nuit. J'ai fini par remarquer, avec une angoisse grandissante, que cette silhouette semblait tourner vers moi, comme si elle m'observait directement à travers cet écran, indépendamment de l'endroit d'où je l'observais moi-même dans la pièce. J'avais développé à cette période une forme de rituel presque superstitieux pour tenter de me protéger de ces manifestations. Je disposais des coussins contre le bas de ma porte de chambre, pensant naïvement pouvoir bloquer cette lueur bleutée qui pourtant continuait de filtrer par les interstices les plus fins. Je gardais une lampe de poche chargée en permanence sur ma table de nuit, ainsi que mon téléphone, dont la batterie ne descendait jamais sous les 50%, par une prudence presque obsessionnelle. Je m'endormais avec des écouteurs dans les oreilles, diffusant une musique douce, censée masquer tout bruit suspect provenant du salon. Une stratégie qui ne fonctionnait jamais vraiment, puisque ce n'était pas un son que je redoutais, mais bien cette lumière insidieuse capable de me réveiller à travers mes paupières closes, comme si elle cherchait spécifiquement mon attention et rien d'autre. Les week-ends étaient devenus, paradoxalement, les moments les plus éprouvants de la semaine, puisque je n'avais alors aucune obligation professionnelle pour justifier de rentrer tard ou de fuir mon appartement. Je me souviens d'avoir passé plusieurs samedis entiers dans les cafés du quartier, un livre ouvert devant moi sans jamais réellement le lire, simplement pour repousser le moment de me retrouver seule face à mon salon et à cette télévision qui semblait, chaque soir davantage, guetter mon retour avec une patience presque malveillante. Un soir, n'y tenant plus, j'ai décidé de filmer le phénomène avec mon téléphone, espérant obtenir une preuve tangible que je pourrais montrer à un technicien ou simplement pour me convaincre moi-même que je n'étais pas en train de perdre la raison. J'ai capturé plusieurs minutes de ces images granuleuses, de cette silhouette figée au centre de l'écran, mais en visionnant l'enregistrement le lendemain, j'ai découvert avec effroi que mon téléphone n'avait capté qu'un écran noir complètement éteint, alors que je me souvenais parfaitement avoir filmé un écran allumé, diffusant ces parasites visuels si caractéristiques. Cette incapacité à documenter le phénomène, loin de m'apaiser, a considérablement renforcé mon sentiment d'impuissance et d'isolement face à ce qui m'arrivait. Avant même de me tourner vers l'aide de Sandrine, j'avais tenté seule de comprendre ce phénomène par mes propres moyens. J'ai passé plusieurs soirées, celles où je me sentais suffisamment courageuse pour rester chez moi, à consulter des forums spécialisés dans les dysfonctionnements électroniques inexpliqués, espérant tomber sur un témoignage similaire au mien qui m'apporterait enfin une explication rassurante, purement technique. J'ai contacté un réparateur indépendant recommandé par une collègue qui est venu examiner mon téléviseur en plein après-midi, démontant l'arrière de l'appareil, testant chaque composant avec des instruments de mesure que je ne comprenais pas entièrement. Il n'a rien trouvé d'anormal, m'assurant que l'appareil fonctionnait parfaitement, sans la moindre anomalie susceptible d'expliquer un allumage spontané, encore moins en l'absence de toute alimentation électrique. Ce même réparateur, avant de partir, m'a confié avec un embarras visible avoir déjà entendu parler de cas similaires par un ancien collègue, des situations qu'il qualifiait lui-même de hors du cadre normal de son métier, sans vouloir s'étendre davantage sur le sujet, comme si cette conversation le mettait lui-même mal à l'aise. Cette remarque, loin de me rassurer, a achevé de me convaincre que je n'étais probablement pas la seule à avoir vécu ce genre d'expérience, mais que personne, dans mon entourage professionnel habituel, n'était réellement équipé pour m'aider à comprendre ce qui se passait réellement chez moi. J'ai fini par me confier à ma meilleure amie, Sandrine, redoutant sa réaction, craignant qu'elle ne me prenne pour quelqu'un de dérangé, en plein épuisement nerveux depuis mon divorce. Contre toute attente, elle m'a écoutée avec une attention sincère, sans jamais remettre en question ma parole, et elle m'a proposé de venir passer quelques nuits chez moi pour être témoin directement de ce phénomène, espérant peut-être, elle aussi secrètement, trouver une explication rationnelle qui me rassurerait durablement. Sandrine a passé 3 nuits consécutives dans mon salon, installée sur le canapé, tandis que je tentais de dormir dans ma chambre avec une porte entr'ouverte pour percevoir immédiatement le moindre changement. Les 2 premières nuits, rien ne s'est produit, et je commençais presque à espérer que ma seule présence attentive suffisait à empêcher le phénomène de se manifester, comme si cette chose, quelle qu'elle soit, préférait profiter de ma solitude et de ma vulnérabilité nocturne plutôt que de s'exposer à un témoin extérieur. Mais la 3e nuit, vers 2 heures du matin, comme toujours, Sandrine m'a réveillée en frappant précipitamment à ma porte, le visage livide, incapable pendant plusieurs secondes de formuler la moindre phrase cohérente.
Elle avait vu, elle aussi, la télévision s'allumer d'elle-même, ces mêmes images granuleuses envahir l'écran, cette silhouette floue qui, selon ses propres mots, semblait cette fois tendre un bras vers l'avant, comme si elle cherchait à franchir la barrière de l'écran pour rejoindre notre salon. Sandrine, habituellement d'un tempérament très rationnel, tremblait littéralement en me racontant cette scène, et cette validation extérieure, aussi terrifiante fut-elle, a paradoxalement représenté un certain soulagement pour moi. Je n'étais donc pas simplement en train de sombrer dans une forme de psychose isolée, ce phénomène était bien réel, perceptible également par une autre personne que moi. Cette confirmation, cependant, a aussi considérablement aggravé mon angoisse, puisqu'elle éliminait définitivement l'hypothèse rassurante d'une simple hallucination liée à la fatigue ou au stress. Nous sommes restés assis ensemble dans la cuisine jusqu'au lever du jour cette nuit-là, incapables de retourner dans le salon, buvant des tisanes tièdes en silence, chacune perdue dans ses propres réflexions face à ce que nous venions de vivre. Sandrine m'a avoué ce matin-là qu'elle avait ressenti durant toute la durée du phénomène une pression étrange sur sa poitrine, comme un poids invisible qui l'empêchait presque de respirer normalement, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant et qu'elle peinait à décrire avec des mots suffisamment précis. Sandrine, elle-même profondément marquée par cette expérience, m'a aidé à effectuer des recherches sur ce type de phénomène, et c'est ainsi que nous sommes tombés, après plusieurs jours de lectures diverses, sur des témoignages évoquant ce que certains spécialistes de l'occulte appellent des manifestations à travers les surfaces réfléchissantes. Des phénomènes où des entités chercheraient à établir un contact avec notre réalité en utilisant les écrans, les miroirs, toute surface capable de produire une image, comme des points de passage privilégiés entre deux dimensions. Nous avons contacté, sur les conseils d'un forum spécialisé dans ce type d'expérience, une femme se présentant sous le nom de Marguerite, médium reconnue dans notre région pour son sérieux et sa discrétion. Elle est venue chez moi un après-midi, avant même que je ne lui explique en détail la nature du phénomène. Et elle s'est immédiatement dirigée vers mon salon, s'arrêtant net devant la télévision, son visage se crispant d'une expression que je commençais à reconnaître, ce même mélange de gravité et d'inquiétude sincère que j'avais déjà observé chez d'autres personnes sensibles, confrontées à des phénomènes similaires. Marguerite m'a expliqué, après un long moment de concentration silencieuse face à l'écran éteint, qu'elle percevait une présence extrêmement confuse, une entité qui ne semblait pas malveillante par nature, mais profondément perdue, cherchant désespérément à établir un contact avec notre monde depuis un espace qu'elle qualifiait d'entre-deux. Un lieu de transition où certaines âmes, mortes dans des circonstances particulièrement soudaines ou traumatisantes, pouvaient rester bloquées, incapables de percevoir clairement leur propre situation. Elle m'a posé une question qui m'a immédiatement glacée. Avais-je, dans mon passé récent, été confrontée à un décès violent ou inattendu dans mon entourage proche? Je lui ai alors raconté, la gorge nouée, que mon ex-mari, avec qui j'avais divorcé 3 ans plus tôt dans des circonstances relativement apaisées malgré tout, était décédé brutalement dans un accident de voiture environ 6 mois avant que ces phénomènes ne commencent, une nouvelle que j'avais reçue avec un choc considérable malgré notre séparation, ravivant des sentiments complexes et douloureux que je pensais avoir surmontés. Marguerite a hoché la tête lentement, comme si cette information confirmait une intuition qu'elle portait déjà avant même que je ne la formule à voix haute. Elle m'a expliqué que les âmes des personnes décédées brutalement, sans avoir eu le temps d'accepter pleinement leur propre mort, cherchaient parfois désespérément à renouer un contact avec les personnes qui comptaient le plus pour elles de leur vivant, utilisant tous les moyens disponibles dans leur environnement immédiat, y compris les appareils électroniques, dont la nature même, faite d'ondes et de signaux invisibles, offrirait paradoxalement un terrain plus propice à ce type de manifestation que des objets purement matériels. Cette révélation m'a bouleversée bien au-delà de la simple terreur que j'éprouvais jusque-là. L'idée que ce phénomène puisse être lié directement à mon ex-mari, avec qui j'avais partagé 15 années de vie commune avant notre séparation, transformait complètement ma perception de ce qui m'arrivait. La peur pure des premières semaines a laissé place à un sentiment beaucoup plus complexe, mêlant angoisse persistante et une forme de compassion douloureuse envers cette âme que j'imaginais désormais perdue. Cherchant à me rejoindre depuis un espace que je ne pouvais ni comprendre ni véritablement concevoir, Marguerite m'a conseillé d'accepter, la prochaine fois que le phénomène se manifesterait, de rester face à l'écran plutôt que de fuir immédiatement comme je l'avais fait systématiquement jusque-là. Non pas pour l'affronter dans la peur, mais pour lui permettre enfin d'établir ce contact qu'il cherchait désespérément depuis des mois. Elle m'a assuré qu'elle resterait joignable par téléphone durant cette expérience, prête à intervenir à distance si la situation devenait trop difficile à gérer émotionnellement pour moi. Avant de partir ce jour-là, Marguerite a tenu à visiter le reste de mon appartement, s'attardant particulièrement dans ma chambre, où elle a évoqué la présence d'un léger déséquilibre énergétique, sans pour autant y détecter quoi que ce soit d'aussi marqué que dans le salon.
Elle m'a également posé plusieurs questions sur ma relation passée avec mon ex-mari, sur la façon dont notre séparation s'était déroulée, sur les derniers échanges que nous avions eus avant son décès. Je lui ai raconté que nous avions, quelques semaines avant l'accident, entamé une conversation par message pour régler une question purement administrative liée à notre ancien logement commun, un échange banal, presque froid, qui s'était achevé sans que nous ayons pu réellement nous dire au revoir, puisque aucun de nous deux n'aurait pu imaginer à ce moment-là qu'il s'agissait de nos derniers mots échangés. Cette absence d'adieu véritable, m'a expliqué Marguerite, expliquait probablement en grande partie l'intensité de cette manifestation, cette énergie inachevée qui cherchait un exutoire, une forme de clôture que ni lui ni moi n'avions eu l'occasion de vivre pleinement de son vivant. Elle m'a quitté ce jour-là en me laissant un petit sachet de sel purifié, me conseillant d'en disposer une fine ligne devant le téléviseur les soirs où je me sentirais suffisamment prête à affronter directement le phénomène, non pas comme une barrière de protection contre une menace, mais comme un geste symbolique d'ouverture bienveillante envers cette présence égarée. J'ai attendu près d'une semaine avant de trouver le courage nécessaire pour suivre ce conseil, tant la perspective de rester volontairement face à ce phénomène, plutôt que de fuir comme mon instinct m'y poussait systématiquement, me terrifiait profondément. Sandrine a proposé de rester avec moi cette nuit-là, refusant que j'affronte seule cette expérience, quelle qu'en soit l'issue. La nuit est arrivée et vers 2 heures du matin, comme toujours, la lueur bleutée a filtré sous ma porte. J'ai rassemblé tout le courage dont j'étais capable, Sandrine à mes côtés, et nous nous sommes avancés ensemble vers le salon, nous installant face à l'écran sans l'éteindre cette fois, résistant à cet instinct de fuite qui m'avait dominé durant tous ces mois précédents. Les images granuleuses habituelles envahissaient l'écran, cette silhouette désormais bien plus nette qu'elle ne l'avait été lors des premières manifestations, une forme humaine que je pouvais presque reconnaître, malgré le grain persistant qui brouillait ses contours les plus fins. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je suis restée assise, immobile, fixant cette silhouette avec une détermination que je ne me connaissais pas, murmurant intérieurement, comme Marguerite me l'avait suggéré, que je reconnaissais sa présence, que je n'avais pas peur de lui, que s'il s'agissait bien de mon ex-mari cherchant à me rejoindre, il pouvait se manifester sans craindre ma fuite. La silhouette à l'écran a semblé réagir presque immédiatement à ces paroles murmurées, se rapprochant visiblement du bord de l'écran, ses contours gagnant en précision jusqu'à devenir presque reconnaissables, malgré le grain persistant qui continuait de parcourir l'image par intermittence. J'ai reconnu avec un choc émotionnel d'une intensité que je n'avais jamais connue les traits de mon ex-mari, son visage tel que je m'en souvenais, empreint cette fois d'une expression de confusion profonde, presque suppliante, comme s'il cherchait désespérément à comprendre lui-même ce qui lui arrivait. Cette vision a duré plusieurs minutes, durant lesquelles je suis restée figée, incapable de bouger, de parler, submergée par une vague d'émotions contradictoires, entre la peur primitive de cette manifestation surnaturelle et une tristesse profonde face à cette confusion que je percevais chez lui. Je me souviens d'avoir remarqué, à ce moment précis, un détail qui m'a bouleversée plus que tout le reste. Il portait sur cette image tremblante et grisâtre la même chemise qu'il avait l'habitude de porter les dimanches matins du temps de notre vie commune. Un vêtement anodin que je n'avais plus revu depuis des années et dont je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse ressurgir de cette façon, chargé d'une intimité presque insupportable. Ce simple détail vestimentaire, plus que le reste, m'a convaincu avec une certitude absolue qu'il s'agissait bien de lui, et non d'une simple projection de mon esprit épuisé par des mois d'angoisse. Sandrine, à mes côtés, tremblait elle aussi, mais elle a eu la présence d'esprit de me rappeler à voix basse les conseils de Marguerite, m'encourageant à continuer de parler doucement, à lui expliquer avec des mots simples qu'il n'était plus de ce monde, qu'il devait accepter de laisser partir cette vie qu'il avait connue pour trouver enfin le repos qu'il méritait. J'ai parlé longuement cette nuit-là à cette silhouette qui semblait m'écouter attentivement à travers l'écran, évoquant nos souvenirs communs, les bons moments partagés malgré notre séparation, lui assurant que je lui pardonnais les difficultés de notre relation passée, que je souhaitais sincèrement qu'il trouve la paix qu'il cherchait manifestement depuis sa mort brutale. Progressivement, à mesure que je parlais, les traits de son visage ont semblé s'apaiser, cette expression suppliante laissant place à quelque chose de plus serein, presque reconnaissant, avant que l'image entière ne s'estompe doucement, le grain visuel se dissipant progressivement jusqu'à ce que l'écran redevienne complètement noir, silencieux, comme n'importe quel écran éteint ordinaire. Cette nuit-là a marqué un tournant décisif dans cette histoire. Le phénomène ne s'est plus jamais reproduit après cette confrontation, comme si cette conversation, aussi étrange et improbable qu'elle puisse paraître racontée à voix haute, avait effectivement permis à cette présence tourmentée de trouver enfin l'apaisement qu'elle cherchait désespérément depuis des mois. J'ai continué à vivre dans cet appartement, retrouvant progressivement un sommeil normal, une sérénité que je croyais définitivement perdue.
Marguerite, informée du dénouement de cette histoire lors d'un appel téléphonique quelques jours plus tard, m'a expliqué que ce type de résolution, bien que rare, n'était pas exceptionnel dans les cas où l'entité manifestante entretenait un lien affectif fort avec la personne témoin du phénomène. Selon elle, ce n'était pas la peur qui alimentait ce genre de manifestation, mais bien souvent un besoin profond de reconnaissance, de clôture émotionnelle, que seule une confrontation directe et bienveillante pouvait véritablement résoudre. Les semaines qui ont suivi cette nuit décisive ont été étranges, empreintes d'une convalescence émotionnelle que je n'avais pas anticipée. J'ai pleuré plusieurs fois, seule dans mon salon, non plus de peur mais d'un chagrin différé que je n'avais jamais eu l'occasion de vivre pleinement au moment de l'annonce de son décès, prise à l'époque dans l'urgence administrative et sociale qui entoure toujours ce genre de tragédie. Cette confrontation nocturne, aussi surnaturelle et improbable qu'elle ait pu paraître, m'a offert une forme de deuil que je n'avais jamais su m'accorder pleinement, coincée entre le statut d'ex-épouse et celui d'une femme qui, malgré tout, avait aimé cet homme pendant 15 années de sa vie. J'ai fini par retrouver progressivement un rapport apaisé à mon appartement, à ce salon que j'avais tant redouté durant des mois entiers. J'y reçois à nouveau des amis, j'y regarde des films le soir sans la moindre appréhension, et cette télévision, autrefois source de terreur pure, est redevenue simplement ce qu'elle avait toujours été avant cette histoire. Un objet parmi d'autres dans mon quotidien retrouvé, sans plus jamais cette lueur bleutée venant troubler mes nuits comme elle l'avait fait pendant tant de mois éprouvants. Aujourd'hui, plus d'un an après ces événements, je vis toujours dans ce même appartement, avec cette même télévision qui trône dans mon salon, sans que le moindre phénomène étrange ne soit venu troubler mes nuits depuis cette confrontation nocturne. Je repense souvent à cette expérience avec une émotion particulière, un mélange persistant de gratitude et de mélancolie, sachant que j'ai pu, d'une certaine façon, offrir à mon ex-mari cette forme d'adieu que la brutalité de sa mort ne nous avait jamais permis de partager. J'ai gardé, depuis cette nuit, une relation différente avec les objets qui m'entourent, une conscience plus aiguë de tout ce qui peut se cacher derrière l'apparente banalité de notre quotidien. Je ne regarde plus la télévision de la même façon qu'auparavant, avec toujours quelque part au fond de moi ce léger frisson d'incertitude en pensant à tout ce que ces surfaces réfléchissantes peuvent véritablement dissimuler, tout ce qu'elles pourraient encore, un jour, choisir de me révéler. Sandrine, elle, n'a jamais oublié cette nuit où elle a été témoin de ce phénomène à mes côtés. Nous en reparlons parfois autour d'un café, avec cette pudeur particulière qu'on réserve aux souvenirs les plus intimes, ceux qu'on ne raconte qu'à de très rares personnes, de peur de ne pas être crus. Elle reste convaincue, tout comme moi désormais, que certains liens affectifs survivent à la mort d'une façon que notre rationalité ordinaire ne parvient tout simplement pas à expliquer, et que parfois, ce sont les objets les plus banals de notre quotidien qui deviennent, sans que nous l'ayons choisi, les passerelles improbables entre ce que nous croyons connaître et ce qui nous dépasse entièrement. Je garde quelque part au fond de moi une forme de tendresse discrète pour cette expérience si particulière, comme le dernier chapitre silencieux d'une histoire d'amour qui n'avait jamais vraiment eu l'occasion de se refermer proprement. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire de la télévision qui s'allumait seule pour me montrer une chaîne inconnue. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. Merci de faire vivre cette chaîne à la lueur de la bougie avec autant de fidélité. Prenez soin de vous, verrouillez bien vos portes et retrouvons-nous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.